Mesdames et messieurs, voilà les titres de l'actualité de ce vendredi 5 juillet. Signature du code de bonne conduite à l'intention des formations politiques guinéennes pour des élections libres et transparentes. Une initiative du National Democratic Institute à travers l'USAID. La réhabilitation des voiries urbaines se poursuit malgré les pluies. Le gouvernement entend améliorer la fluidité de la circulation routière. Sport, pour la première fois, les différentes fédérations sportives nationales bénéficient d'une subvention de la part de l'État, une volonté qui devrait traduire de bons résultats sur le terrain. Bonsoir à tous, c'est avec joie que je vous retrouve dans ce journal et que nous ouvrons sur ce message départ adressé à son Excellence M. Abdel Aziz Bouteflika, président de la République algérienne démocratique et populaire. Excellence, Monsieur le Président et chers frères, à l'heureuse occasion de la commémoration de la fête d'indépendance de votre pays, vous me permettrez de vous adresser les vives félicitations du peuple et du gouvernement guinéen auquel je joins les miennes propre. C'est également le moment pour moi de vous réitérer mes chaleureuses salutations et mes meilleurs vœux de santé, de pleine réussite dans l'exercice de vos hautes fonctions à la magistrature suprême de votre pays. Je voudrais enfin vous dire toute l'importance que j'attache au renforcement et à la diversification des liens historiques d'amitié, de solidarité, de coopération unissant nos deux pays. Je vous prie d'accepter, Excellence Monsieur le Président et chers frères, l'assurance de ma haute considération, signé professeur Alpha Condé, président de la République. Bientôt les élections législatives en Guinée. La commission de suivi du code de bonne conduite en collaboration avec le National Democratic Institute NDI a procédé à la signature du dit code à l'intention de certaines formations politiques. L'organisation des élections crédibles et apaisées avec à la clé le respect de la différence était au cœur de cette rencontre. Jenny Ansoné nous en dit plus. Cette signature du code de bonne conduite des partis politiques s'inscrit dans la dynamique de renforcer et promouvoir le processus des élections législatives en Guinée. C'est une initiative du National Democratic Institute NDI en collaboration avec la commission du suivi du code de bonne conduite, un programme financé par l'USAID. Il s'agirait pour ces nouveaux signataires d'œuvrer pour un environnement électoral apaisé. C'est une journée spéciale parce que cette rencontre intervient au lendemain de l'accord politique que le peuple de Guinée s'est doté à l'issue donc du dialogue que nous avions connu. Nous pensons qu'il faut mettre cela à l'actif du génie donc du peuple guinéen et les partis politiques ayant demandé à procéder à la signature donc du code de bonne conduite. C'est un engagement pour eux d'œuvrer à ce que nous puissions donc évoluer dans un contexte, dans un processus électoral pacifique. Il faut que les acteurs politiques, en signant ceux qui vont venir compléter ceux qui ont les prédécesseurs qui ont déjà signé ce code de bonne conduite, que ça soit une réalité, pas un rêve, et que ça provienne du cœur pour que ça soit réalisable. Parce que le changement aussi, c'est le changement de comportement, c'est le changement des méthodes de travail. Je suis venu en personne pour signer, n'est-ce pas, le code de bonne conduite, pour montrer notre volonté de participer au jeu démocratique de manière loyale, de manière pacifique, de manière honnête. Le ministre de l'administration du territoire et de la décentralisation invite les différents acteurs politiques et la mouvance à cultiver la paix pour des élections législatives sans violence. Les partis politiques en tant qu'acteurs majeurs de la vie politique de notre pays et signataires du code, vous avez un rôle capital dans l'observation du code de bonne conduite par vos militants et sympathisants. Cet acte traduit la volonté des différents acteurs politiques à aller à des élections crédibles, apaisées et transparentes, avec à la clé le respect du contenu du code de bonne conduite.
Dans le même sillage, et comme vous le savez, le dialogue entre la mouvance présidentielle et l'opposition a été une réussite, ce qui amène une fois encore l'Union européenne à accompagner la Guinée dans l'aboutissement de ces élections législatives prochaines. L'organisation vient d'offrir à la CENI les palettes contenant des procès-verbaux et des enveloppes sécurisées. Makemedozo nous fait le point. L'Union européenne participe à la sécurisation du processus électoral en Guinée. L'institution a livré ce matin à la CENI 9 palettes de documents électoraux. Il s'agit de 30 000 procès-verbaux et 102 000 enveloppes sécurisées. L'Union européenne finance pas mal de volets, y compris les bulletins de vote, oui, effectivement. Et puis, on est là, quoi, aux côtés de la CENI et du gouvernement guinéen. C'est une grande première parce qu'il y aura une suite. Donc nous assistons à la remise des colis, des palettes contenant les enveloppes et les procès-verbaux. Et très prochainement, ce sera le tour des bulletins de vote, des encres indélébiles, des kits et des urnes. Ce don de l'Union européenne à la CENI est la manifestation de la volonté de ce partenaire international à accompagner la Guinée dans les préparatifs des élections crédibles. Et puis, le ministère d'État chargé de la Justice informe l'ensemble du personnel judiciaire du pays que dans le cadre de la mise en œuvre de la loi organique relative au Conseil supérieur de la magistrature, une réunion regroupant les magistrats aura lieu le mardi 9 juillet 2013 à 13h dans la salle d'audience de la Cour d'appel de Conakry. Cette réunion sera présidée par Monsieur le ministre d'État chargé de la Justice, Garde des Sceaux. Elle aura à son ordre du jour la définition des modalités pratiques d'élection des membres concernés du Conseil supérieur de la magistrature. Compte tenu de l'importance de l'ordre du jour, la présence de tous est vivement souhaitée. Lancement officiel du programme de renforcement et de décentralisation de la riposte nationale contre les IST-VIH. C'est la toile de fond de la conclave qui a réuni ce matin le Comité national de lutte contre le sida avec les acteurs impliqués dans la lutte contre les IST-VIH. C'est un projet financé par le Fonds mondial de la lutte contre le sida, la tuberculose et le paludisme. Mamadi Gassama. C'est un conclave entre l'ensemble des acteurs impliqués dans la lutte contre les IST-VIH. Au menu de la rencontre, procéder au lancement officiel du programme de renforcement et de décentralisation de la riposte nationale contre les IST-VIH en Guinée. On a commencé ce processus il y a plus de 3 ans maintenant, donc c'est l'aboutissement final. C'est un programme en matière de lutte contre le sida qui va aider notre pays essentiellement pour l'accès des malades au traitement et de façon gratuite. Et ensuite aussi pour la prévention de la transmission mère-enfant du sida. Financé par le Fonds mondial de lutte contre le sida, la tuberculose et le paludisme, ce projet vise au traitement, aux soins et appui des personnes vivant avec les IST-VIH-Sida. L'ONU-Sida, justement, en Guinée, a été aux côtés des autres partenaires et du gouvernement pour apporter l'appui technique, l'assistance technique à travers des consultants pour élaborer les documents, pour appuyer l'équipe nationale de rédaction afin de soumettre au Fonds mondial et par le CCM de la Guinée un document qui serait recevable. Je voudrais ici renouveler l'engagement personnel du Premier ministre et celui de son gouvernement sous le leadership éclairé de son Excellence, Monsieur le Président de la République, Professeur Alpha Condé, à veiller à la bonne gestion des ressources qui ont été octroyées à la Guinée dans le cadre de cette subvention. Au terme de ce programme, 20 304 personnes, dont 19 380 adultes et 924 enfants seront mis sous traitement antirétroviral. 120 600 femmes enceintes seront testées au VIH et près de 5 000 nés de mères séropositives seront soumis aux tests pour le dépistage précoce. Dans le même chapitre, parlons de ce programme du président américain pour la lutte contre le paludisme qui couvre plusieurs pays africains, dont la Guinée. C'est à ce titre qu'une mission chargée de ce projet vient de travailler avec les acteurs concernés dans la lutte contre cette maladie, considérée comme la première cause de consultation et d'hospitalisation sur le continent africain. Il s'agissait de planifier les différentes activités pour l'année 2014 en vue de réduire le taux de prévalence de cette maladie provoquée par un parasite transmis par une variété
variétés de moustiques. Sori de Kera. Considéré comme la première cause de consultation et d'hospitalisation en Guinée, le paludisme tue une personne chaque minute qui passe en Afrique selon les données de l'OMS, Organisation mondiale de la santé. Depuis 2011, le gouvernement américain, à travers son programme PMI, Initiative présidentielle de lutte contre la malaria, s'investit dans plusieurs pays en vue de réduire le taux de prévalence de la maladie sur le continent. Beaucoup de ressources seront allouées à la lutte contre le paludisme de la part de l'USAID, c'est-à-dire du gouvernement américain. Vous avez une moustiquaire qui seront donnés gratuitement aux femmes enceintes. Vous avez l'achat des tests rapides de lutte contre le paludisme. Près de 5 millions de tests seront achetés. Vous avez également l'achat des médicaments également qui seront donnés gratuitement aux malades. Environ près de 2 millions de doses de tests seront achetées. Ces différentes activités devront permettre au programme national de lutte contre le paludisme de renforcer ses capacités dans la prévention, la prise en charge ainsi que le renforcement du système de santé. Un programme qui s'emploie également dans la formation des agents de santé, mais aussi la sensibilisation des populations sur l'utilisation des moustiquaires qui constituent le meilleur moyen de prévention de la maladie. Avant de poursuivre cette édition, nous vous livrons le contenu de cet arrêté conjoint. Arrêté conjoint AC-2013-2584-SGG-MMG-MAT portant fermeture des mines d'exploitation artisanale de l'or, du diamant et autres gemmes en République de Guinée. Le ministre de l'administration du territoire et de la décentralisation, le ministre des mines et de la géologie arrête. Article 1er, les activités destinées à l'exploitation artisanale de l'or, du diamant et autres gemmes sont interdites sur toute l'étendue du territoire national. Article 2, les gouverneurs des régions administratives, les préfets, les sous-préfets, les maires des communes urbaines et rurales, les directions régionales des mines et de la géologie, les directions préfectorales des mines et de la géologie, les services de défense et de sécurité sont chargés en ce qui les concerne de l'application correcte du présent arrêté conjoint. Article 3, le présent arrêté conjoint qui prend effet à compter de sa date de signature sera enregistré et publié au journal officiel de la République. Signé le ministre des mines, de la géologie et le ministre de l'administration du territoire et de la décentralisation. Ce sont les vacances, un moment propice pour les mères de famille d'observer les pratiques de mutilation génitale féminine. C'est pourquoi le comité Genre et Équité, avec insistance et de façon à se faire entendre en vue de préserver l'intégrité de 3300 jeunes filles de différentes écoles de Conakry, une manière de véhiculer le message de lutte contre l'excision, un rituel qui résiste aux pesanteurs socioculturelles. Safia Tokondé. Les vacances en Guinée sont propices pour la plupart des jeunes filles désireuses de s'adonner au petit commerce. C'est aussi la période la plus attendue par les mères de famille pour contacter les exciseuses. Malgré les multiples sensibilisations, cette pratique néfaste à la santé des jeunes filles persiste et a du mal à résister aux pesanteurs socioculturelles. De nos jours, nous voyons beaucoup de cas d'inconvénients de l'excision. Nous n'avons pas vu d'importance à l'excision parce que nous voyons qu'il y a beaucoup de pertes en vue humaine au niveau de l'accouchement. Donc, je suis contre cela. Pour minimiser le nombre de mutilations génitales féminines pendant ces vacances, 300 élèves des écoles de Conakry ont été mis à contribution pour véhiculer le message de lutte contre l'excision. Selon le comité Genre et Équité, 96% des femmes en âge de procréer sont victimes de cette redoutable pratique. On a remarqué qu'au cours des vacances, on mutile nos filles. Et le plus souvent à l'ouverture, ça crée des trucs d'abandon. Soit la fille revient malade à l'ouverture ou on ne la voit plus. C'est pour inciter les jeunes filles à se préserver que les mutilations génitales féminines sont considérées comme des méthodes traditionnelles ancrées dans nos coutumes. Les travaux de construction et de bitumage des 27 km de la voirie urbaine se poursuivent dans les 5 communes de la capitale. À Ratoman, l'entreprise brésilienne réalisatrice du projet a déjà ouvert le chantier. Le respect du cahier de charges pour un travail de qualité et de rigueur sur le terrain. En Soumani Toumani Kamara, Aboubakar Souma, reportage. Cette route secondaire d'1 km 10 à Kipé Dadia dans la commune de Ratoman reçoit ce mois de juillet la toute première couche de béton bitumineux.
7 cm à l'étalage pour donner 5 après le compactage. Il y a des zones comme celui-là, qu'il était avant, il n'avait rien. Donc maintenant, on a préparé la plateforme sur cette tronçon-là. Il y a des autres tronçons aussi qui sont en cours. On prépare tronçon par tronçon pour donner le total du budget. L'entreprise brésilienne est soucieuse du contenu du cahier de charge, du respect des différentes températures d'utilisation du béton bituminé à la densité du bitume en passant par les autres normes internationales de construction de routes. OAS ne minimise rien pour offrir aux usagers un travail de qualité et de longue durée. Pour la usine, la température de fabrication, c'est entre 180 et 190. Pour l'étalage, la norme, elle dit 135, mais pour qu'on s'assure que ça va être bien étalé, ça va être conforme, on fait toujours plus que 140. Ces travaux créent du spectacle dans les quartiers désenclavés et les riverains sont désormais à l'abri de la boue et de la poussière. Nous avions longtemps attendu ce jour. Nous sommes heureux de vivre et voir une route bitumée passer devant notre demeure. L'autre aspect de garantie de ces travaux reste l'aménagement des canaux de drainage des eaux par endroits. Non loin de la RTG Coloman seront construites 2 tours de 25 étages chacune. Dans le plan d'exécution du projet de construction de Weli Kakimbo, c'est son nom, le promoteur a pensé à reboiser 10 hectares de ce site avec 5000 plants de diverses espèces. Ce couvert végétal sera réhabilité avant la fin de la première phase du projet. C'est ce qui ressort de ce reportage de Saint-Martin Fancinadouno. De Weli Kakimbo, un programme de promotion immobilière de très haut standing. 2 tours de 25 étages comportant 50 appartements de luxe seront réalisés. À cela s'ajoutent 5 immeubles avec toutes les commodités à usage commercial. L'investissement que nous sommes en train de faire, ça va inciter beaucoup d'autres investisseurs à venir en Guinée parce qu'ils sauront qu'il y a la confiance. Notre motivation, c'est de voir de bâtiments de standing dans notre pays, à l'image des autres pays. Le promoteur entend respecter les normes environnementales. Dans le plan d'exécution du projet, il est prévu une pépinière de 5000 plants pour assurer le reboisement du site. Quand nous avons eu le site de Kakimbo, nous avons constaté que le lit qui est là, la forêt qui était là, qui faisait la fierté de la capitale Conakry, a été complètement dévastée. Comme nous évoluons à côté avec notre construction, le patron a jugé utile de restaurer cette forêt au profit du climat de la capitale. Plusieurs espèces de plants y seront acheminées. Le jardinier rassure que toutes les mesures techniques sont prises pour réhabiliter le couvert végétal qui est complètement dégradé. 10 hectares seront reboisés. C'est l'impact environnemental du projet pour répondre aux aspirations des autorités et futurs clients. Les essences que nous avons utilisées pour la pépinière de Weli Kakimbo, c'est les essences exotiques et locales. 9 hectares qu'on avait, le plan qu'on avait programmé, parce qu'il m'a appelé au bureau, il m'a dit qu'il veut faire des étages à Kakimbo. Ces étages, mais il voudrait un reboisement de restauration. Avant la remise officielle des clés de la première phase du projet, en 2015, le promoteur reste convaincu que le site qui lui a été octroyé par l'État guinéen sera reboisé. Autre chose, l'association Guinée en Mouvement vient de valider son antenne de Dixine Garay à travers un match de football. L'objectif vise à recueillir le maximum de militants pour le RPG Arc-en-Ciel. Reportage Mikini Moussa Kamara dans un commentaire de Mohamed Touré. Dixine Garay, un quartier commercial de la capitale guinéenne, fait désormais partie de l'association Guinée en Mouvement. Les populations ont prouvé leur adhésion à l'ONG à travers un match de football pour agrandir le nombre de militants du RPG Arc-en-Ciel afin de participer massivement au vote lors des élections législatives. De Dixine Gare pour que la jeunesse de Dixine soit dans l'esprit du changement pour
prônée par le professeur Alpha Koné pour la Guinée. Une initiative qui d'ailleurs fait réagir les militants du RPG Arc-en-Ciel basés à l'étranger. Tout ce que le président est en train de faire pour la jeunesse guinéenne, ce n'est pas pour Conakry seulement, hein. On est à l'intérieur. Et pas à l'intérieur seulement, nous sommes à l'extérieur. Tous les Guinéens de l'extérieur sont dedans et il est en train de travailler pour la Guinée. L'association Guinée en mouvement s'investit essentiellement dans l'épanouissement de la jeunesse et de la femme guinéenne afin de soutenir les actions du gouvernement. Toujours dans l'actualité de chez nous, les préparatifs de la campagne agricole 2013-2014 vont bon train. À cet effet, le ministre de l'Agriculture a fait une déclaration relative à la distribution et à la cession des intrants agricoles. Marc Yombuno n'a pas omis certaines mesures prises pour mieux sécuriser la distribution de ces intrants. Younousa Tawel Kamara. Pour mieux accompagner le secteur agricole guinéen, le président de la République s'est engagé à fournir les intrants agricoles aux producteurs ainsi que les équipements de mécanisation et d'irrigation. Malgré cet appui matériel, on constate des dérapages dans le processus d'utilisation de ces intrants agricoles. De commun accord avec les acteurs, producteurs représentés par la Chambre nationale d'agriculture et le ministère de l'Agriculture, les procédures d'attribution et les modalités de cession ont été élaborées. Le taux de subvention de plus de 50% sur les prix d'achat des engrais, produits phytosanitaires et équipements de récolte et de post-récolte a été accordé par le chef de l'État comme mesure d'encouragement. À l'occasion du lancement de la campagne agricole 2013-2014, certaines mesures sont prises par le département de l'agriculture pour sécuriser la distribution. Les dispositions relatives suivantes sont prises pour la mise à disposition de ces intrants aux producteurs. Le mode opératoire s'appuie sur les termes de la convention de délégation des opérations de distribution, de vente et de recouvrement faites à la Chambre d'agriculture par le ministère de l'Agriculture. La livraison de ces intrants agricoles exclusivement aux producteurs à travers les demandes formulées par ceux-ci sous le contrôle des services techniques déconcentrés. Tout porte à croire que la campagne de distribution d'intrants aux paysans sera suivie de rigueur cette saison. Sur le continent, le président français François Hollande vient de boucler une visite en Tunisie. Ce déplacement a permis de relancer la coopération entre Paris et Tunis. C'est le premier élément des nouvelles africaines sous forme de télégramme à suivre. Après l'Algérie en décembre et le Maroc en mai, François Hollande est arrivé jeudi en Tunisie. Une visite d'État de 2 jours, la première d'un président français depuis la chute du régime de Ben Ali en janvier 2011. Accueilli par son homologue, Monsef Marzouki, François Hollande est venu soutenir ce pays ami, pionnier des printemps arabes et dont la France est toujours le principal partenaire économique. Le président français est accompagné par une quarantaine de dirigeants d'entreprises. Plusieurs accords de coopération économique seront signés lors de cette visite. François Hollande devait également préciser sa vision des révolutions arabes sur fond de graves crises politiques en Égypte. Les autorités kenyanes ont saisi 1,5 tonnes d'ivoire mardi dans le port de Mombasa. La contrebande cachée dans un conteneur en provenance d'Ouganda était à destination de la Malaisie. Cette saisie intervient 48 heures après la signature d'un décret du président Obama débloquant 10 millions de dollars pour la lutte contre le trafic de la faune sauvage en Afrique. Nelson Mandela est dans un état stable mais ne souffre pas. C'est ce qu'a affirmé jeudi son épouse Graça Machel. Madame Graça Machel, qui a passé la plupart de son temps au chevet du grand homme depuis le 8 juin, s'exprimait en marge de la présentation du Nelson Mandela Day. Les Sud-Africains et tous les citoyens du monde sont invités à multiplier les bonnes actions le 18 juillet prochain, jour où le héros de la lutte anti-apartheid doit fêter ses 95 ans. Après l'inculpation de Hussein Habré par la justice sénégalaise, les familles des victimes vivant au Tchad se réjouissent. Elles saluent la détermination des autorités sénégalaises à faire la lumière sur les années sombres de Hussein Habré à la tête de l'État tchadien. Suivez.
Incarcéré depuis mardi à Dakar sous l'inculpation de crimes contre l'humanité, l'ancien président tchadien Hissène Habré et ses avocats ont signifié aux juges qu'ils ne reconnaissaient pas la légalité et la légitimité des chambres africaines extraordinaires à cause des violations permanentes des règles de procédure de ce tribunal spécial. On ne va pas participer à cette mascarade judiciaire. Je vous le dis aujourd'hui et on le répétera demain jusqu'à ce qu'on obtienne la libération du président Hissène Habré. Une mascarade judiciaire dénoncée par les membres de la famille d'Hissène Habré. Pour eux, la décision n'a pas été prise à Dakar, mais à N'Djamena. C'est-à-dire que le Tchad, aujourd'hui, tel qu'il fonctionne, n'est pas un État. C'est Idriss Déby qui décide de tout et de rien. Âgé de 70 ans et réfugié au Sénégal depuis 22 ans, selon une source, Hissène Habré devrait être placé en détention préventive à l'hôpital Le Dantec de Dakar, qui accueille les détenus malades. Pour Jacqueline Moudena, présidente de l'Association tchadienne pour la défense des droits de l'homme, l'inculpation d'Habré est l'ultime étape pour que la justice soit enfin rendue aux victimes. C'est une victoire pour les victimes. Quand nous avons appris l'arrestation de Hissène Habré, cela veut dire que la procédure va suivre son cours et que nous arriverons, vaille que vaille, à un jugement de Hissène Habré et de ses complices. Une satisfaction pour la population tchadienne. Enfin, l'histoire se termine pour le bourreau. Monsieur Habré vient d'être arrêté et écroué par la justice sénégalaise, mandatée par l'Union africaine. La commission d'enquête tchadienne a estimé à plus de 40 000 le nombre de personnes mortes en détention ou exécutées au cours des 8 années de la présidence d'Hissène Habré. Un mot de sport avant de refermer cette édition. Le ministère de la Jeunesse, des Sports et de l'Emploi jeune a concédé une convention d'1,8 milliard de francs guinéens, a concédé une subvention d'1,8 milliard de francs guinéens aux fédérations sportives nationales. Cette subvention, dont la première tranche a été repartie aux ayants droit, servira à appuyer les programmes des fédérations sportives nationales. Omar Djenga. 1,8 milliard a été dégagé pour appuyer les activités sportives. Dans un premier temps, près de 750 millions ont été répartis aux fédérations qui ont été appelées une à une à recevoir la subvention. L'argent qu'on donne aujourd'hui, nous avons tenu compte de l'importance de la discipline. On dit après le football, c'est le basketball qui est le mieux pratiqué, le volley, ainsi de suite. Mais l'année prochaine, nous tiendrons compte des résultats. C'est clair. Pour notre part, nous prenons ici le ferme engagement que ces subventions que vous nous attribuez seront judicieusement utilisées et de façon efficiente, et cela dans l'esprit de la convention passée entre nous. Nous ferons en sorte que les résultats soient probants et satisfaisants. Un grand espoir est donc suscité ce mercredi 3 juillet 2013, qualifié de date repère. La balle est désormais dans le camp des fédérations et leurs athlètes qui ont obligation de résultats. Juste après ce journal, vous suivrez l'émission Gouvernance consacrée aux résultats du dialogue politique inter-guinéen. Voilà, nous sommes au terme de cette édition. Merci de votre aimable fidélité à la télévision nationale. Que la paix de Dieu soit chez vous. Bonsoir.